Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel accès direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information ici en direct en Savoie-Mont-Blanc sur votre chaîne préférée. Nous sommes le jeudi 20 juin 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons des championnats du monde de ski alpin 2023 qui auront lieu à Courchevel et à Méribel. Je serai en compagnie de Jean-Philippe Demaël, le directeur général adjoint du comité d'organisation. Pierre Roussat viendra nous présenter son entreprise à Pierrebois. Et enfin, nous découvrirons l'association Hope qui propose de l'équithérapie pour les femmes malades du cancer. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors on ira pour commencer ce journal du côté de Sillingy. Oui, où nous parlerons de l'EHPAD de Sillingy qui a dû fermer 4 lits à cause d'une pénurie de personnel. Alors, grâce à la médiatisation, ils ont reçu beaucoup de candidatures, donc ça devrait s'améliorer, mais la situation reste quand même pour le moment compliquée. On verra un reportage de Camille Rivollet. Et puis un reportage pour célébrer la journée mondiale des réfugiés. 70 millions de réfugiés à travers le monde en 2018, ce sont les chiffres de l'ONU. Aujourd'hui, effectivement, c'est la journée mondiale et pour l'occasion, nous verrons un reportage d'Alex Boucher qui a fait une très belle rencontre du côté de Naves-Parmelan avec Alpha, un Guinéen qui a été recueilli par une famille de Naves-Parmelan. Merci beaucoup Victoria. À tout à l'heure. Allez, on commence cette émission avec notre rubrique dans l'actu avec monsieur Jean-Philippe Demaël. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie, Bonsoir installez-vous. Sébastien. Alors, vous avez été nommé en mai dernier directeur général adjoint du comité d'organisation des championnats du monde de ski alpin 2023, qui ont lieu, je le rappelle, du côté de Courchevel et Méribel. Qu'est-ce qu'elle représente, cette nomination, pour vous ? D'abord, c'est une fierté, hein. Et puis c'est une passion, puisque d'abord, je suis passionné de sport, je suis passionné de ski, donc voilà, c'est l'occasion de contribuer à un beau projet dans le cadre de ma passion. Après, c'est un beau projet pour le département, pour le département des Savoies. La dernière fois que la France avait accueilli les championnats du monde de ski, c'était en 2009, à l'Isère. Donc c'est quasiment tous les 15 ans. Et là, l'objectif, c'est d'en faire un bel événement à la fois sportif et puis populaire. Voilà, donc je suis fier. Et puis une petite pression quand même, hein. Il faut en faire un beau succès. Et on a 3 ans avec Perrine Pellen et puis toute l'équipe pour réaliser ça. Comment elle s'est passée, cette nomination ? Vous avez fait acte de candidature ou on est venu vous chercher ? Ah oui, c'était un processus totalement démocratique. Donc la fédération du ski et le comité d'organisation, enfin le comité de candidature avait fait un appel en candidature. De ce que j'ai cru comprendre, on a été 8 finalistes. Donc on a eu une espèce de grand oral devant un jury, devant le conseil d'administration. Et à l'issue de ça, le conseil d'administration a décidé de créer un binôme, un peu comme ça avait été fait au moment des Jeux d'Albertville, avec Perrine Pellen en directrice générale et moi en directeur général adjoint. Vous allez donc travailler avec Perrine Pellen. Quel va être votre rôle très précisément à vous ? Perrine, alors déjà l'idée c'est de ne pas avoir de rôle tellement clair, on va vraiment fonctionner en binôme. Bon, ce qui est sûr c'est que Perrine connaît extrêmement bien le monde du ski, elle a été championne du monde, médaille olympique au ski. Malheureusement ça n'a pas été mon cas, donc elle va gérer cet aspect-là, elle connaît bien aussi toute la région Courchevel-Méribel. Moi j'ai plus une expérience en termes d'organisation, structuration, gestion des personnes, gestion financière, parce que des événements comme ça c'est aussi des budgets à tenir et à respecter. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on va se répartir, mais le principe, c'est vraiment travailler en tandem et apporter nos deux sensibilités, une femme, un homme, quelqu'un qui vient du sport, quelqu'un qui vient de l'entreprise, pour faire de ce projet la plus grande réussite possible. Et il y a beaucoup de choses à faire en 3 ans. Perrine Pellen, c'est l'exemple parfait de la reconversion réussie. Ça tombe bien, vous avez monté il y a maintenant 2 ans une structure double mixte qui travaille en ce sens, la reconversion des sportifs de haut niveau. Oui, effectivement, depuis 2 ans, j'ai créé avec Adeline Périssin et Polo Delrue une société pour la reconversion des sportifs de haut niveau, avec un constat très clair qui est que les sportifs de haut niveau ont un potentiel pour les entreprises qui est exceptionnel, à condition qu'on les aide à définir leur projet professionnel et qu'on les accompagne un peu dans la durée dans le projet de reconversion. Il y a un certain nombre de superbes exemples de reconversion professionnelle. Et effectivement, Perrine a eu une superbe carrière de sportive et sa deuxième vie a été aussi réussie, et sans doute aussi excitante que la première. Alors pour en revenir à ces championnats du monde, qu'est-ce que vous comptez, Jean-Philippe Demaël, apporter à ce comité d'organisation ? Ce que je compte apporter, d'abord, c'est l'objectif, c'est vraiment d'en faire à la fois un succès sportif et un succès populaire. Que ça soit d'abord toute la région qui porte ce projet, le public. Il faut vraiment, l'objectif, c'est d'avoir un certain nombre d'animations le plus innovantes possible sur place pour que le public vive pleinement les Jeux. Il
faut que ça soit un succès économique aussi. Donc l'objectif, ça va être aussi d'arriver à fédérer les entreprises de la région autour du projet. Mais ce qu'on voudrait, c'est que ça soit vraiment un projet porté par la France tout entière. Donc l'objectif, ça va être d'arriver à créer une notoriété, une envie autour de ces championnats qui puissent toucher toute la France. 2023, c'est un an avant 2024, les Jeux Olympiques de Paris. Donc d'une certaine manière, pour la France, d'une certaine manière, c'est un peu la répétition générale avant les Jeux de Paris. Et Paris a fait des choses assez intéressantes du type le marathon des Jeux Olympiques de Paris. Tout le monde pourra y participer, ouvert, donc tout le monde sera d'une certaine manière participant aux Jeux Olympiques. Nous, il faut qu'on soit capable de réfléchir à des choses un peu similaires. Alors tout le monde ne pourra pas faire la piste de la descente, ça serait trop dangereux et ça serait très mauvais pour la piste. Mais voilà, l'idée, c'est d'arriver à être le plus créatif possible pour faire en sorte que l'ensemble de la population se sente associée et acteur de ces championnats. Le fait qu'il y ait 2 stations hautes, c'est une force ou une difficulté ? Ça a été une force au moment de la candidature, puisqu'on était quand même en opposition avec l'Autriche. Pour l'instant, ça se passe extrêmement bien entre la mairie de Courchevel et la mairie de Méribel. C'est une complexité logistique, parce qu'il faut tout multiplier par 2. Il faut multiplier par 2 les fan zones, les zones médias, etc. Donc forcément, ça coûte un peu plus cher. Mais par contre, ça permet d'imaginer beaucoup plus de choses en termes d'innovation et d'animation un peu différentes. Est-ce que selon vous, il est primordial pour une nation qui organise une telle compétition d'avoir des résultats sportifs ? C'est le cas avec la France, qui année après année enchaîne les podiums, enchaîne les médailles ? Ah oui, là c'est clairement, moi je ne suis pas président de la Fédération française de ski, mais c'est clairement un objectif de la Fédération française de ski. Il faut que ces championnats puissent permettre au ski français de briller. Et d'un pur point de vue même du succès de la compétition, le public français est beaucoup plus derrière la compétition si on a des médailles que si on n'en a pas. Donc ce que j'ai compris, c'est que la Fédération de ski, d'ores et déjà, met des budgets supplémentaires sur la table pour préparer les jeunes qui seront sur la piste en 2023 pour avoir un maximum de médailles. Alors on le sait, il existe un vrai savoir-faire en France pour l'organisation de compétitions internationales. Vous l'avez évoqué, les championnats du monde de 2009 à Val d'Isère, l'organisation des finales des Coupes du Monde en 2015. Ça aussi, c'est une force. Ah oui, et puis quand on regarde du côté de Méribel et du côté de Courchevel, ils ont l'habitude d'accueillir des manches de Coupe du Monde, des finales de Coupe du Monde. Donc là, on va pouvoir s'appuyer quand même sur des équipes locales qui sont extrêmement compétentes. Vous avez une solide expérience dans le domaine du sport, oui, de l'entrepreneuriat. D'où ça vous vient, ce lien entre entrepreneuriat et sport ? En fait, il n'y a pas de lien. Quand j'étais jeune, j'étais passionné de sport. Bon, malheureusement, j'étais nul en sport, donc je suis parti dans l'entreprise. Mais là, j'ai la chance de pouvoir réunir mes petites compétences dans le domaine de la gestion, de l'entreprise, gérer des équipes, et puis ma grosse passion pour le sport, avec en plus la passion pour le territoire, parce que c'est vraiment un projet au service du territoire qui doit permettre de faire rayonner les Savoies sur l'ensemble de la planète. Dernière chose, vous prenez vos fonctions quand ? On démarre officiellement au début septembre. Quels seront les premiers axes de travail là ? Les premiers axes de travail, ça va être, alors on tombe sur des choses concrètes, d'affiner le budget, puisqu'on a fait un avant-projet sommaire de budget au moment de la candidature. Là, il va falloir affiner le budget. Il va falloir discuter avec notamment le département de la Savoie d'un certain nombre d'infrastructures, l'alimentation en fibre optique des stations en haut, parce que les télévisions, vous le savez bien, demandent pas mal de débit. Et puis, voilà, petit à petit, il va falloir faire le macro-planning pour regarder sur un peu tous les sujets, les infrastructures, la sécurité, la logistique, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt le jour J ? Dans la vie, il y a des projets qui sont livrés en retard, mais celui-là, malheureusement, il faut le livrer à l'heure qui est prévue. Le 15 août, ça sera trop tard. Merci beaucoup, Jean-Philippe Domène. Merci à vous. Bon courage, du coup, pour cette mission qui vous attend. Au revoir. Au revoir. Allez, on passe à notre revue de presse. Victoire est de retour sur le plateau. Glyphosate, suite, mais pas fin. Oui, on reparle encore du glyphosate. Clémence l'évoquait lundi dans cette même revue de presse. Elle a parlé des actions des pisseurs de glyphosate. Eh bien, une nouvelle information est tombée. Alors, c'était à lire notamment dans Le Parisien, mais aussi sur France 3 Alpes. 63 membres du collectif en Savoie ont porté plainte après les analyses dont parlait Clémence qui ont révélé la présence du désherbant dans leurs urines. Une soixantaine de Savoyards a donc porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui.
On le rappelle, encore une fois, l'herbicide a été classé comme cancérigène probable en 2015 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ces Savoyards ont donc porté plainte auprès du procureur de Chambéry après avoir traversé la ville en calèche. On le voyait sur l'image précédente pour sensibiliser la population. Les plaignants demandent tout simplement que soit vérifiée l'implication des dirigeants de tous les fabricants de pesticides contenant du glyphosate, ainsi que celle des dirigeants de la Commission européenne et de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et de l'alimentation. Une affaire toujours à suivre. Tu as déniché les principaux spots de kitesurf dans la région. Oui, alors on passe à un tout autre sujet, un sujet plus léger à l'approche de l'été. Et je voulais vous parler de ces spots, puisque quand on pense à cette pratique, on a plutôt en tête des destinations exotiques. Et pourtant, chez nous aussi, il y a des spots réputés. Alors un petit rappel, il faut bien sûr respecter les réglementations en vigueur, les règles de navigation, les zones de baignade, etc. Il faut être prudent. Mais il faut aussi être patient dans nos régions, avoir un emploi du temps plutôt flexible parce que dans nos régions, on navigue donc sur des lacs et grâce à deux vents, la bise et le vent de sud-ouest qui sont des vents assez capricieux. Alors pour les courageux, les spots sont donc le lac de Monténard en Isère, le lac d'Annecy, le lac du Bourget et évidemment le lac Léman. Donc dans cet article de Moka Sport, on retrouve les spécificités de ces différents spots, ceux qui sont les plus adaptés aux kiteurs, je pense qu'on dit comme ça, expérimentés et ceux qui sont plus accessibles aux débutants. Tu l'auras compris, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie. Donc les conditions météo qu'on peut généralement trouver sont aussi à lire dans cet article. Bref, tout ce qu'il faut savoir sur la pratique. Il y a même d'autres articles dans ce numéro de Mocamax sur la pratique du kite, donc avis aux amateurs. C'est noté. Le Tour de France, ça se rapproche, Seb. Oui, le Tour de France qui démarre le 6 juillet prochain. On rappelle, les coureurs qui s'élanceront de Bruxelles en Belgique. Les équipes sont entrées dans la dernière ligne droite en ce qui concerne la préparation. Et AG2R a annoncé ce jeudi le nom de 7 des 8 coureurs qui prendront part à la Grande Boucle. Sans surprise, Romain Bardet sera le leader, lui qui visera un 3e podium. Il sera accompagné par ses fidèles lieutenants comme Pierre Latour, Tony Galopin ou encore Mathias Franck et Benoît Cosnefroy, qu'on voit à l'image, qui fera ses grands débuts sur le Tour. Il s'agit là d'une véritable récompense pour le champion du monde espoir 2017, formé ici, chez nous, au Chambéry Cyclisme Formation, qui a partagé son bonheur ce matin sur sa page Facebook. Je cite, « Le Tour était un rêve de gosse, difficile voire impossible d'accès. Et aujourd'hui, j'ai ma sélection. Je me rappelle encore des après-midi passés en famille à regarder le Tour de France. Et cette année, je veux faire partie de la fête. » On souhaite évidemment plein de bonheur, plein de réussite à Benoît Cosnefroy. Et on suivra de près ses performances. Et puis la musique électronique en deuil. Oui, une triste nouvelle. Philippe Serboneski, alias Zdar, du duo Electro Cassius, est décédé. Ça nous a rappelé par un article du Monde. Mercredi soir, il a fait une chute accidentelle d'un étage d'un immeuble élevé à Paris. C'est un des pionniers de la French Touch qui s'est éteint. Il composait le duo Cassius avec Boom Boom Bass depuis 1996. Les deux acolytes qui avaient connu le succès avec leur premier album 1999, sorti en 1999. Zdar était originaire de Savoie, puisque ses parents étaient hôteliers du côté d'Aix-les-Bains. Il avait 52 ans, donc toutes nos condoléances. Évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle en cette veille de fête de la musique. Effectivement. Merci beaucoup, Sam. Victoria. À tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec notre prochain invité, Pierre Roussat. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le fondateur d'Happy Herbois. Première question toute simple. Qu'est-ce qui se cache derrière ce patronyme intrigant? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? C'est un peu moi, en fait, vu que c'est l'atelier de Pierre. Et puis c'est aussi l'atelier participatif ingénieux de recyclage bois. D'où elle vous vient cette passion pour le bois? C'est mon père qui me l'a transmise. J'ai toujours en fait bricolé avec lui. Et après, en fait, je m'y suis mis personnellement à la maison. Ouais. Comment est-ce que vous avez décidé justement de vous lancer dans cette aventure de l'entreprise et particulièrement du bois? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a fait que... Oui. En fait, je suis ingénieur en génie mécanique de formation. J'ai travaillé en fait dans l'industrie pendant plus de 10 ans, dans différents métiers de l'industrie, du BTP, de la production de films plastiques. Et en fait, mon dernier employeur a liquidé la filiale. On était 72 personnes licenciées. Et en fait, j'ai profité en fait, de ce licenciement pour... partir sur un nouveau cycle. Voilà, en fait je me suis dit, est-ce que c'est pas l'occasion de me lancer? Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement dans votre atelier participatif ingénieux? Alors, personnellement, en fait, j'ai essayé de développer 2 activités. Donc, une activité de menuiserie dite traditionnelle, donc avec du bois neuf, et puis une seconde, en fait, basée sur l'upcycling. Donc ça, c'est le mot anglais, mais en français, c'est le surcyclage. Surcyclage? Ouais, Car quelle est la différence avec le recyclage? Eh ben, c'est que du coup, on ne va pas uniquement récupérer le bois et le broyer pour en faire, je ne sais pas, des pellets ou des choses comme ça. En fait, on va démonter en fait, d'anciens meubles, ou récupérer en fait, du bois issu du bâtiment et refaire en fait, quelque chose avec une autre fonction. Voilà, on revient en fait, à recréer une matière dégradée et on recrée quelque chose de nouveau. Alors, vous travaillez avec quel type de bois? Toutes les essences, bois de pays, après, au niveau du recyclage, en fait, ça dépend de ce que je trouve. Donc par exemple, quand on démonte un berceau comme ici, là c'était du chêne massif. Après ça c'est d'anciens volets et on va faire plein de choses. Mais du coup, des cadres de fenêtres qu'on démonte, il y a des fois du cipeau, du chêne, du mélèze, tout un tas d'essences différentes. Vous le trouvez où? Vous écumez par exemple les déchetteries? Alors, en fait, les déchetteries communales, on n'a pas le droit de récupérer. Donc, il faut en fait arriver à développer en fait des partenariats avec des entreprises qui sont déjà basées sur le recyclage. Et puis sinon, il y a un gisement en bois énorme, en fait plein de particuliers qui ont d'anciens meubles ou des plateaux à réutiliser et qui sont prêts à les donner. Vous êtes installé en Côte de Savoie, c'est l'endroit idéal? En fait, pour ça, la France, de manière tout générale, le pays, voilà, il y a vraiment un gisement en bois qui se trouve partout, quoi. Alors vous me disiez quand vous avez donc choisi ce changement de cap, ce changement de vie, j'imagine que vous avez dû suivre une formation? Oui, donc j'ai passé mon CAP de menuisier. Ça a été facile de se remettre aux études après avoir déjà travaillé un petit moment? C'était pas compliqué parce que en fait c'est vraiment un métier passion. C'est-à-dire que du coup j'étais poussé par l'envie d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Et du coup, en fait, comme je suis curieux, voilà, c'est ce qui me motive. Pourquoi ça marche autant, selon vous, le recyclage? Je pense que maintenant, chacun commence à prendre conscience qu'on a fait des bêtises pendant X années et qu'il y a quand même quelque chose à faire et que c'est dommage en fait, de jeter tous ces matériaux ou ces meubles et qu'on va en faire quelque chose de beau et d'utile. Alors, on peut faire du sur-mesure avec vous? Comment est-ce que ça se passe? Moi, je fais que du sur-mesure. Que du sur-mesure. Voilà. Comment ça se passe? Les gens vous contactent? En fait, mon travail, c'est rencontrer les clients, définir le besoin, après définir l'esthétique, les matériaux, et après, je fais des croquis d'esthétique, les dessins en 3D, la fabrication, la pose, et pour l'instant, j'ai pas eu de SAV. Ouais. Ça se passe plutôt bien? Vous êtes satisfait de ce qui se passe? Ça passe correspond à ce que ouais. l'idée que vous en aviez? En fait, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Voilà. Mais ça se passe très bien. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Pierre Haussard, félicitations et puis bonne continuation. Merci. Dernière partie de notre émission ce soir, le choix de la rédac. J'accueille à présent Anaëlle Brouhan et Nicolas Chopin. Annabelle, pardon. Ça commence c'est écrit Annabelle en plus. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors Annabelle, vous êtes la fondatrice de l'association Hope et cofondateur avec monsieur Nicolas Chopel, chirurgien, oncologue. Question toute simple, Annabelle, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association? Oui, alors c'est une association qui est née à cause de ma propre expérience, puisqu'il y a 5 ans, le ciel m'est tombé sur la tête. Je suis passée d'un simple contrôle de routine à un cancer du sein. On m'a dit il faut choisir un chirurgien. J'ai fait plouf, 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 Chopin. C'est un nom qui m'inspirait bien. Il s'avérait que Nicolas montait à cheval. Et quand la question s'est posée de m'enlever le sein, je lui ai dit moi, je m'en fous du sein, mais en revanche, dans un mois, je veux être à cheval. Et un mois plus tard, j'étais à cheval. Et au fil de mes contrôles et de nos rencontres, je lui ai dit je voudrais faire partager cette expérience à d'autres femmes, dire que l'équitation, la peinture, le fait de rester dans l'action, dans le mouvement, m'avait permis d'avancer et d'oublier la maladie. Et c'est comme ça que Nicolas m'a dit montons une association. Hope. On se rend compte avec l'histoire d'Annabelle, quand les femmes apprennent ce type de nouvelles, c'est vraiment le monde qui s'écroule? C'est plus que ça.
Tu le sais C'est mieux que moi. important. En quoi c'est important justement d'avoir quelque chose pour se ressourcer, pour penser à autre chose? Alors parce que ça permet de se sortir des traitements, ça te permet de se sortir de l'hôpital. Après, l'association, elle est surtout pour l'après-cancer. Alors on a quelques femmes en fait, qui sont en cours de traitement quand même, mais il y en a, la majorité, c'est surtout pour l'après-cancer, et qui est une période très particulière, tout simplement parce que les traitements sont terminés et qu'il faut passer à autre chose, reprendre le cours de sa vie, et que les chiffres de reprise du travail, par exemple, à 2 ans, sont pas si bons que ça, parce qu'on reste dans sa maladie, parce que on a une fatigue chronique qui est dans 80%, parce que on a éventuellement des douleurs, parce qu'il y a des troubles anxieux ou un certain nombre de choses qui y sont liées. Et c'est pas si simple que ça. Et c'est une période qui est difficile et qui parfois a besoin d'être accompagnée et probablement qu'il n'est pas assez. Pourquoi avoir choisi d'associer l'art-thérapie et l'équithérapie? Parce que je suis à la fois artiste peintre, entre guillemets, et puis parce que je venais de réaliser mon rêve de petite fille au moment où je suis tombée malade et je montais mon écurie. Et parce que moi, l'équitation, pour moi, c'est comme une forme de méditation. C'est tous les matins, je suis à cheval à 8 heures avant de commencer à travailler et j'oublie tout. Pendant 1 heure, je suis ultra concentrée. Et on a fait un premier stage test avec Nicolas. Parce qu'on s'est dit, c'est vrai, des associations comme nous, il y en a plein, mais pas avec l'équithérapie et l'art-thérapie. Donc, je suis allée à la pêche aux femmes. Et puis, en fait, le premier stage a été tellement génial. On a vu, en fait, ce que les chevaux donnaient, ce que les femmes donnaient et comment ça s'équilibrait. Parce que les chevaux sont quand même juste incroyables. Moi, j'utilise mes chevaux de compétition, mais ils se sont adaptés à ces femmes sans avoir jamais appris à travailler autrement qu'en étant montées. Et là, on les fait travailler à côté. Et c'est bluffant. Souvent, on voit des femmes qui posent leurs valises et puis les chevaux qui sont à l'écoute, qui se penchent vers elles et qui sont à leur écoute. Il y a des moments, on a des frissons hein, parce que c'est vraiment magique. C'est prouvé que les chevaux ont un effet bénéfique? Ça dépend ce qu'on appelle des preuves. C'est compliqué demander des preuves preuves pour un ce que vous scientifique. voyez, Mais oui, il y a un effet qui est décrit, on le sait. Alors il y a 2 parties en fait. Il y a 2 intérêts probablement. Il y a l'équithérapie et l'art-thérapie qui ne sont pas exactement. L'intérêt de l'équithérapie, c'est l'effet miroir du cheval et prendre conscience de ses émotions et faciliter une certaine communication, entre autres. Mais il y a un intérêt aussi qui est sûrement l'effet de groupe, puisque c'est des stages en groupe. Alors il est suivi en plus petit groupe aussi, mais il y a un effet groupe, il y a l'effet équipe et qu'on connaît assez bien dans le milieu sportif et avec des femmes qui restent en contact après et ça donne un lien social qui est très important. Comment se déroule un stage de façon très concrète? Alors, elles ont une journée découverte dans laquelle elles vont faire de l'art-thérapie et de l'équithérapie avec des modules nutrition, yoga et 1h30 de questions-réponses avec Nicolas. Nicolas, elles m'envoient leurs questions en amont, des questions qu'elles n'ont pas le temps de poser en général à leur médecin quand elles ont leur contrôle. Et à la suite de cette journée, elles peuvent choisir 4 suivis en plus petits groupes. Elles passent de 12 à 6 en art-thérapie ou équithérapie. Alors c'est sûr que l'équithérapie a énormément de succès, surtout qu'on est quand même dans un lieu un peu hors norme, où dès qu'elles arrivent, elles se sentent vraiment bien. Et donc, elles ont ce suivi sur 4 après-midi avec de la nutrition, du yoga et où elles travaillent avec les chevaux. Et cet après-midi, je suis passée juste avant de venir. Elles finissaient et elles m'ont dit merci pour ce cadeau, c'était exceptionnel. Est-ce que cette forme de thérapie, c'est aussi une façon pour ces femmes de se libérer? Oui, certainement. Complètement. C'est certain. On voit comment se passent les journées de stage. Tout le monde arrive, mais c'est le temps de faire connaissance un peu sur la réserve. Et au fur et à mesure, en fait, à la fin de la journée, elles ont du mal à partir. Alors, ce qui est rigolo, c'est que souvent, elles me renvoient des mails, elles me disent je suis tombée amoureuse de Pile-Poil ou de Gervie. Mes yeux sont restés mon cœur est resté dans le manège avec tel cheval. Et c'est drôle parce qu'il y en a qui arrivent, qui disent moi j'ai peur des chevaux, ou aussi en ce moment j'ai une vie qui est pas cool, j'ai des traitements, ça va pas, puis elles repartent et on voit, ouais, elles vivent quoi. Et puis elles ont créé d'autres liens avec d'autres femmes, elles restent en contact. Parce qu'au-delà des stages d'équithérapie et d'art-thérapie, il y a le suivi, et puis on a créé d'autres stages aussi pour continuer et garder le lien. On a créé des stages on leur a fait écrire des chansons, on va faire du théâtre ce samedi. Enfin, on essaye de faire en sorte qu'elles soient jamais seules en fait. Et que dès qu'il y a un coup de mou, on est là. Et moi, je suis la première concernée. Hein. Moi, je participe à tous les stages. Et j'arrive aujourd'hui, ça fait 5 ans. Et voilà. Et ça va. Votre association n'est pas réservée uniquement au cancer du sein? Non, c'est pas réservé au cancer du sein. C'est une question qu'on s'est posée. Il y a un volume très important, malheureusement, de cancer du sein. Il y en a beaucoup en France par an. C'est des cancers de la femme, d'une manière générale, mais pas que gynécologiques ou sénologiques.
Si elles ont envie de venir, en fait, le truc, c'est que si elles ont envie de nous rejoindre, il n'y a aucun problème. Annabelle, vous êtes une habituée des caméras, puisqu'ancienne journaliste. Ouais, bah, je Le préfère être à confrère votre place qu'à la TLM. mienne, d'ailleurs. Vous avez lancé il y a quelques semaines, quelques mois, une émission, Hope l'émission sur YouTube. Ouais. Vous pouvez nous expliquer, présenter un petit peu l'expérience? Oui, alors je me suis dit, en fait, j'essaye toujours d'associer tout ce que j'ai appris. Et puis j'avais envie d'aller plus loin et de continuer à créer un lien parce qu'il y a une demande d'information. Donc cette chaîne YouTube, c'est une fois par mois. On réalise un sujet médical, un portrait de femme, dans lesquels j'essaye de leur faire dire qu'est-ce qui leur est arrivé de bien dans la maladie. Parce que finalement, il nous arrive quand même des trucs super bien dans la maladie. Il y a la question bête de Nicolas et puis une chronique nutrition et yoga. Donc c'est vraiment une continuité de nos stages. Donc il faut s'abonner, super important, abonnez-vous. Le message est passé. Nicolas, en tant que médecin, qu'est-ce qu'elle vous apporte, vous, cette participation à cette association? C'est complètement en lien. C'est un rapport avec ces femmes qui sont d'anciennes patientes, pas forcément les miennes, qui, dans un autre cadre, ça sort de l'hôpital, ça simplifie beaucoup les relations. C'est une vision tout à fait globale, finalement, de mon métier et de la façon dont je le vois. Merci beaucoup à vous deux. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Victoria est de retour pour le rappel des titres de ce journal du 20 juin 2019. On reviendra sur la situation compliquée qui s'améliore néanmoins, mais compliquée de l'EHPAD de Sillingy. Effectivement, tu as tout dit, c'est l'EHPAD de Sillingy qui a fermé 4 lits à cause d'un manque de personnel. Mais effectivement, ça pourrait s'améliorer dans les prochaines semaines. On verra un reportage de Camille Rivollet. Et puis un joli portrait. Une belle rencontre en cette journée internationale des réfugiés. Alex Boucher a rencontré un jeune Guinéen qui, grâce à une association, a trouvé un foyer provisoire, mais un beau foyer du côté de Naves-Parmelan. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. À tout de suite.